On poursuit nos travaux. Comment la contrainte de la renaturation, les contraintes réglementaires ou simplement de la biosphère deviennent des bénéfices. C'est un peu le fil rouge de ces rencontres 2024. Et quand les bénéfices apparaissent comme évidents, on en parlera dans la deuxième table ronde, hein, on aurait pu commencer par là, la question des récits, la question de l'imaginaire, la question de ce qui nous donne envie d'agir, ce qui semble légitime de faire, mais ça aurait été un peu abrupt, donc on l'a gardé pour la fin, on en parlera. Et quand ces bénéfices apparaissent comme évidents, quand la renaturation devient une alliée, comment lever les obstacles? Et voilà, ils sont nombreux, vous les avez tous en tête. Comment tracer un chemin pour changer d'échelle et de rythme? Donc on va dans cette avant-dernière table ronde découvrir un certain nombre d'exemples avec nos invités et tâcher avec eux de réfléchir à une vision prospective. Je vous l'ai dit hier, alors que Marc Kaczynski monte sur scène, on essaiera de réfléchir aussi à comment changer le modèle économique de l'aménagement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus rentable d'artificialiser que de renaturer. Donc comment on peut imaginer de changer ça? Je fais un peu de logistique, on vous a donné de l'eau, mais pas de gobelet. Voilà. Donc, autour de la table, Cécile Grand, chef de projet Sites et sols pollués, reconversion des friches au sein de l'ADEME, et vous nous parlerez en particulier de l'AMI ZAN, qui a rassemblé 22 lauréats. Nicolas Boulbès, qui a pris un peu la parole hier, coordinateur national des programmes et stratégies immobilières durables du groupe Lidl. Franck Breteau, qui est vice-président du SCOT du Pays du Mans, vice-président du Mans Métropole et maire de Saint-Georges-des-Bois, et ancien aussi de la grande distribution. C'est important, vous comprendrez pourquoi. Dans un débat, s'il n'y a pas un peu de piment, c'est moins drôle. C'est pas tout à fait la belle boîte, mais ça peut être bien quand même. Bruno Calero, vous êtes maire de Puiseux-le-Haut-Berger. Alors je le dis parce que c'est pas si loin d'ici, c'est dans l'Oise. Vous êtes surtout, et c'est à ce titre-là que vous êtes là, président de l'établissement public foncier local des territoires de l'Oise et de l'Aisne et vice-président de l'association des EPFL. Et puis Marc Kaczynski, président du laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes, le LIFTI. Avant ça, s'il y a dans la salle des gens qui étaient là il n'y a pas si longtemps, vous avez été le directeur pendant de nombreuses années de l'établissement public foncier à l'époque Nord-Pas-de-Calais et puis Hauts-de-France. Voilà, Cécile Grand, pour planter le décor, alors je vais vous laisser les choses si c'est vous qui... La petite palette, ah oui, un micro ça peut servir, sinon on ne vous entendra pas. On va zoomer sur 3 territoires retenus dans le cadre de l'AMI, donc Objectif ZAN de l'ADEME, 3 territoires sur 22, très différents, de très urbains à très ruraux, comme le PNR des Grands Causses. Tout le monde voit ce que c'est que les Grands Causses? Ok. Où l'on n'imagine pas spontanément qu'il y ait des enjeux de renaturation. À vrai dire, si on s'est un jour promené sur le Causse Méjean à Saint-Pierre-des-Tripiers, par exemple, on imagine mal les enjeux de renaturation. Et pourtant, pour reprendre l'expression de la Fédescot qu'on vous a répété un certain nombre de fois depuis hier, même dans cet espace de nature, il y a lieu de rajouter du vert sur le vert. On verra comment le PNR a procédé dans le cadre de votre AMI. Vous nous emmènerez aussi à Rennes et à Ris-Orangis pour observer comment les sols peuvent être pris en compte dans les documents d'urbanisme. On avait hier le maire de Ris-Orangis qui nous parlait depuis son point de vue politique et ce que ça lui avait permis politiquement parlant. On va regarder techniquement comment ça s'est passé. Et c'est plutôt pour l'exemple pour toutes les villes de 30 000 habitants et plus où on pourrait mener ce genre de démarche. Le tout en 7 minutes, je sais que c'est court, mais c'est mieux que si vous aviez 22 exemples à présenter. Donc on va regarder le verre à moitié plein. Et puis surtout, on aura le temps derrière de détailler un certain nombre d'échanges. Je prépare mon petit minuteur, et puis vous pouvez commencer, c'est à vous, on vous écoute. Merci, mais tout d'abord un grand merci de nous inviter, de nous donner la possibilité de présenter quelques retours d'expérience de cette AMI ZAN qui a été lancée par l'ADEME il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, on était tout au début de cette trajectoire, enfin en tout cas de ce concept de zéro artificialisation nette, et ces 22 lauréats sont tous différents sur des territoires très contrastés. Alors parfois c'est des milieux urbains, parfois plutôt des espaces naturels. Ils sont tous à des développements différents avec des objectifs différents. Donc on a une pluralité de cas et on en a sélectionné 3 puisqu'ils nous paraissaient les plus pertinents aujourd'hui. Mais le but était surtout de créer une communauté
Et cette communauté aujourd'hui se connaît bien et s'entraide, puisque les retours d'expérience permettent aussi de monter en compétences et de s'entraider entre lauréats. Voilà, donc le premier exemple que l'on a sélectionné est le PNR des grandes causes. Slide suivante, s'il vous plaît. D'où l'objectif de leur démarche et de leur trajectoire ZAN, c'était de définir des zones de compensation et également de définir aussi de nouveaux usages, notamment des zones d'éco-pâturage. Leur choix a été de partir sur la télédétection plus intelligence artificielle. Donc ils sont allés chercher des outils novateurs de type géomatique que l'on connaît bien aujourd'hui, mais qui nécessitent finalement une technicité importante et peut-être l'aide d'un AMO, puisque ça a été très très long en fait pour rédiger le cahier des charges et pour bâtir cette étude. Vous disiez compensation, alors soit vous précisez, mais sur le grand cause, sur les grands causes, qu'est-ce qu'il y a à compenser? C'est plutôt... Alors, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas d'exemple de zone de compensation. Ce que je sais, c'est qu'ils sont allés chercher aussi des zones d'érosion. Et il a fallu apprendre à la télédétection à dissocier parmi tous les sols nus, ces sols qui sont soumis à l'érosion, sur lesquels il était nécessaire de renaturer. Ensuite, nous avons l'exemple de la détection de zones forestières. Et on a à gauche le millésime 2010, à droite le millésime 2024. Et on voit que la finesse de la télédétection avec un outil LIDAR, qui permet de détecter des zones arborées, permet de voir que le milieu se ferme. Et ce milieu, en se fermant, crée des zones de lisière entre les prairies et les forêts, des zones très riches en biodiversité. Et ces zones, ils veulent les protéger, ce qui fait que toutes les zones d'éco-pâturage devront être décidées et redélimitées en fonction de ces cartographies précises de zones boisées. Donc il s'agit de maintenir, ces zones de lisière qui sont extrêmement riches en biodiversité. En déterminant où on va en priorité mettre de l'éco-pâturage. Donc là, on rajoute bien du vert sur le vert, c'est déjà très vert, mais on va dans le vert foncé pour optimiser la circulation des espèces et la richesse du milieu. Qui sinon se fermerait. Alors la forêt, c'est un milieu, c'est un ENAF comme son nom l'indique, mais peut-être moins riche, et donc il s'agit de maintenir cet espace-là, cette lisière-là. Voilà, de la protéger. Alors toutes ces informations, eh bien, elles sont partagées avec les collectivités, puisque l'objectif pour le parc, c'est d'acquérir de l'information pour le partager ensuite aux collectivités et leur permettre de mieux gérer leurs usages dans le parc. Et je n'ai pas d'exemple de zone de compensation. Ils sont encore en cours d'étude de ces cartographies et peut-être à l'avenir, on aura des exemples de zones de compensation. L'an prochain. On passe à Rennes et Ris-Orangis. Alors, Rennes, la métropole de Rennes, qui a étendu maintenant cette méthodologie au SCOT, souhaitait en fait fournir aussi des informations à toutes les collectivités pour non seulement fournir des indicateurs d'anthropisation, mais aussi des indicateurs de fonctionnalité des sols. On en a parlé un peu hier. Des études existent et des méthodologies existent. Vous avez peut-être entendu parler de la méthode MUSE. C'est celle-ci qui a été utilisée, mais elle a été un peu adaptée puisque la méthode MUSE se base sur des cartographies au 250 millième, ce qui est pas suffisant. Donc la métropole de Rennes et tout le milieu rural bénéficient de cartes au 10 millième et même parfois en ville au 5 millième, ce qui leur a permis vraiment d'apporter une information bien meilleure sur les sols. Alors des données sur les sols, il y en a. Il faut savoir qu'elles sont éparpillées. Et le premier travail a été de consolider toutes ces bases de données sur les sols. On voit ici 4 fonctions qui ont été détaillées. La fonction agronomique, la fonction biodiversité, la fonction infiltration de l'eau et la fonction stockage de carbone. Ces fonctions sont notées entre 0 et 5 et la carte que vous avez sur votre droite, c'est une carte qui permet de définir des sols et des indicateurs entre 0 et 20 puisque cette carte additionne en fait toutes les fonctionnalités des sols. Alors on s'aperçoit que les sols sont bien meilleurs en milieu rural qu'en milieu urbain, on voit la métropole de Rennes qui apparaît, mais néanmoins on voit des taches vertes dans la métropole et on voit des taches rouges dans le milieu rural, ce qui fait qu'on a vraiment une information supplémentaire qui peut alimenter en fait des indicateurs d'anthropisation.
Et c'est encore plus net avec Rissorangis, la façon dont ça peut nourrir des SCOT, des PLU, des PLUI. Donc c'est la diapo suivante. Alors là, ce qui se passe aussi, c'est qu'on s'aperçoit que le gros travail a été d'harmoniser les nomenclatures. Rennes a voulu utiliser la même démarche en milieu urbain et milieu rural et arrêter sans arrêt de séparer les deux, puisque une grosse volonté, enfin la volonté était de trouver une même méthodologie capable d'intégrer les sols dans le milieu rural et dans le milieu urbain. Et je voulais juste rebondir sur la remarque qui a été faite hier sur les incertitudes. Je pense que les incertitudes dans le domaine des sols, c'est notre quotidien. Faut travailler avec, on en aura toujours. Et l'objectif est de ne pas les oublier, ces incertitudes, mais surtout de les réduire au maximum. Donc voilà ce qu'a fait la ville de Rissorangis, qui a d'abord fait un diagnostic territorial classique, qui a permis, avec les fichiers fonciers et les couvertures du sol, de définir des potentiels de préservation. On voit ici des forêts, des zones naturelles. Le potentiel de renaturation, ce sont aussi ici des friches ou des zones sans usage qui ont été intégrées dans ce potentiel de renaturation. Les couvertures du sol aussi ont été prises en considération. Diapo suivante. Théoriquement, votre ZAPET marche. Hein. Ah oui, excusez-moi. Le potentiel, donc effectivement, le potentiel de densification a été identifié à partir de l'identification des sous-densités à l'échelle des terrains, des îlots, du tissu urbain. Quels sont les endroits où on pourrait densifier? Et la dernière carte permet d'identifier des zones d'arbitrage, c'est-à-dire des zones qui pourraient être naturées et celles qui pourraient être densifiées. Alors Rissorangis, il nous l'a bien présenté hier, se posait des questions, il voulait questionner le foncier, voilà, et intégrer le sol dans toutes ces questions sur le foncier qui seraient soumis à une renaturation ou soumis à une densification. À gauche, on a des indicateurs d'anthropisation qui sont basés sur l'occupation du sol, uniquement sur les couvertures et sur les fichiers fonciers. Donc c'est de l'histoire, quoi. On prend les documents d'urbanisme passés, l'usage des sols, et ça donne ça. C'est classique. On voit du vert là où c'est végétalisé et du rouge là où c'est fortement anthropisé. Et puis tout ce qui est gris, c'est là où c'est bâti. La carte de droite permet de faire apparaître du vert là où il y a du rouge à gauche. Pourquoi? Sur certaines zones, ils sont allés faire des sondages sol pour avoir de la donnée réelle. Et sur ces zones rouges, ils sont allés vérifier si ces sols sont fonctionnels ou pas. Et on s'aperçoit que sur des sols qui sont considérés anthropisés, eh bien, on peut retrouver des sols fonctionnels. Et c'est une information supplémentaire qu'ils arrivent à intégrer maintenant dans leurs documents d'urbanisme. Et c'est ce que disait hier Stéphane Raffaelli, voilà. C'est qu'on n'avait pas cette info au départ, donc on ne pouvait absolument pas argumenter et prendre des décisions d'urbanisme sans ces infos-là, puisque jusqu'à présent, ils avaient la carte de gauche. Merci pour ces explications. On y reviendra. Vous aurez la parole pour poser des questions tout à l'heure. Et puis on reviendra avec vous notamment sur les enseignements que l'ADEME tire de ce ZAN dans l'accompagnement des territoires. Nicolas Boulbès, je l'ai dit, vous travaillez pour le groupe Lidl. Vous avez aussi essayé vous êtes en train de mettre en point, vous vivez là une stratégie globale, mais là, pour le coup, de la part d'un acteur privé. À la différence des autres enseignes, vous êtes propriétaire de votre immobilier et des supermarchés que vous construisez et que vous gérez. Et vous avez décidé en 2020 d'écrire une stratégie paysage et biodiversité qui concerne à la fois les nouveaux bâtiments, mais aussi le parc existant. Alors j'ai deux questions, et vous avez vu, je vous mets le truc à cuire les œufs là, hop, je ne le fais pas partir tout de suite. D'abord, pourquoi le groupe se lance dans un tel projet ? Est-ce qu'on imagine d'abord que c'est un coût supplémentaire d'intégrer ça. Donc, la grande distribution optimise ses revenus et ses profits, comme beaucoup de grandes boîtes. Et puis nous dire en deux mots les grandes lignes de cette stratégie. Et après, j'ai deux autres questions. Et on est parti. On va faire rapide. Et, bonjour à tous, déjà. D'abord, un petit retour en arrière, effectivement, même si on va faire rapide, puisque l'histoire elle commence avant 2020. Tout ce qui est fait, effectivement, relève d'une évolution sociétale et réglementaire depuis bien longtemps. Premier supermarché Lidl en France, c'est 1989. Et depuis 1989, il s'est passé beaucoup de choses d'un point de vue réglementaire et sociétal.
Donc les supermarchés ont évolué au fur et à mesure du temps. On faisait déjà beaucoup de choses avant 2020. Moi, je suis urbaniste de formation. J'ai fait de l'urbanisme dans la reconversion de sites militaires jusqu'à il y a quelques années en arrière. D'ailleurs, je suis venu à Arras par rapport à ça il y a quelques temps en arrière, sur la citadelle. Donc, on faisait déjà beaucoup, j'ai découvert beaucoup de choses quand j'ai été responsable programme en région, avant de prendre le poste que j'ai aujourd'hui. On faisait en faveur du paysage, de la biodiversité, mais du cas par cas. On faisait beaucoup aussi en matière de transition énergétique. Donc l'idée, en fait, en 2020, a été de dire qu'il fallait qu'on arrive à uniformiser nos processus de montage d'opérations. Et le premier levier qui paraissait intéressant à mettre en œuvre pour être au plus juste dans la qualité du montage des projets, puisque comme vous le disiez, on est maître d'ouvrage et on suit le processus de A à Z et on est propriétaire derrière, donc ça a été le paysage et la biodiversité. Donc on a initié cette démarche-là en 2020 avec l'appui de CDC Biodiversité, un groupe de travail de 1 an, qui nous a permis de nous assurer que la qualité de nos projets développés, que ce soit au Boulou, à Montpellier ou à Dunkerque, soit la même. Et donc on a eu 2 outils au bout d'1 an de travail. Donc on a pris le temps de faire cet exercice-là avec toutes les équipes, enfin en tout cas des représentants des équipes Lidl, de la phase conception jusqu'à la phase gestion, puisqu'on gère aussi nos supermarchés, donc il faut qu'on soit en capacité d'assurer la gestion de ce qu'on promet en phase de conception, puisque les conséquences sont quand même importantes. Il y a un vrai changement de paradigme en fait à travailler le paysage et la biodive. Donc ce processus a amené à 2 outils. Premier outil qui est un cahier des charges paysage et biodiversité, qui s'applique depuis fin 2021. À l'ensemble de nos nouvelles opérations depuis fin 2021, avec 10 engagements, dont par exemple le fait de prendre systématiquement un écologue en amont de toute opération immobilière, donc un écologue qui travaille main dans la main avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et un architecte paysagiste. Donc ça, c'est un des 10 engagements. Je synthétise, mais il y a 80 pages, vous imaginez bien, de cahier des charges directeur, et on laisse la main ensuite, on dit bien cahier des charges directeur, puisqu'on laisse la main aux équipes régionales, donc il y a des membres des équipes régionales qui sont ici, pour choisir les écologues, piloter les dossiers au cas par cas, puisqu'on s'adapte quand même aux particularités territoriales. Et deuxième outil, je finis sur ces questions, qui est complémentaire, puisqu'on allait forcément nous attendre sur le parc existant, mais vous imaginez que c'est différent de retravailler, de rétrofiter sur des supermarchés existants. Le paysage n'avait pas été pensé de la même façon, donc on a une charte d'engagement. Là aussi, travailler avec CDC Biodiversité et avec l'OPI aussi, qui est l'Office pour les insectes et leur environnement, pour nous assurer que nos choix étaient les bons. On a aussi travaillé avec l'OPI pour prendre en compte l'impact sur les pollinisateurs. Et donc on a cette charte qui vient s'appliquer dès qu'on touche à nos aménagements paysagers sur des supermarchés existants. Sur la partie coût, j'ai envie de vous dire qu'en fait, l'idée est toujours de maîtriser plutôt que de subir. Donc, en fil conducteur, on a eu la capacité, en pilotant ce processus nous-mêmes, sur la base du volontariat, de confronter nos choix, pendant ces 1 an dont je parlais, aux bénéfices écologiques versus l'impact économique. Et on s'est aperçu qu'on faisait des choses qui coûtaient beaucoup plus cher. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais on a testé des façades végétalisées avec des caissons. C'est très très cher. On nous a dit d'un point de vue écologique, donc nous on n'est pas sachants, les écologues nous ont dit aucun intérêt, les essences ne sont pas locales, c'est compliqué à entretenir. C'est énergivore. Voilà, donc c'est un exemple, mais vous voyez, ça coûte très très cher, et en fait pour moins cher, on a plus de bénéfices économiques et écologiques avec des rampants en façade, donc on a généralisé sur les nouvelles opérations une partie des façades en rampant. Bon, et puis l'idée c'était aussi d'anticiper la loi, puisque depuis la loi climat résilience première version, il n'est plus délivré d'autorisation d'exploitation commerciale si l'artificialisation correspondante n'est pas compensée. Et donc là, vous avez commencé à travailler là-dessus. Et je voudrais nous disiez peut-être un exemple, enfin en 2 mots, ce que vous avez fait, et puis surtout à quelles questions vous avez été confronté là-dessus en termes de gestion au long cours, et puis de qu'est-ce que ça veut dire bien reconstituer un sol. Alors, je ne pourrais pas rentrer dans les détails sur ce que ça veut dire bien reconstituer un sol. En 2 minutes, je vois l'écran qui défile. Pourquoi on a attrapé le sujet? Il se trouve que je vous ai dit, 2020, on travaille avec CDC Biodiversité sur le paysage et la biodiversité. 2020, c'est le moment en fait où on commence à entendre quelqu'un qui a le même accent que moi d'ailleurs, Jean Castex, qui est du Sud aussi, qui commence en fait à parler de l'arrivée prochaine d'une loi, du ZAN, donc on sent que quelque chose va arriver. Donc on intègre tout de suite dans notre processus de réflexion paysage et biodive la question de la sobriété foncière, et pas du ZAN. Ce qui veut dire qu'au lendemain de la loi, donc en septembre 2021, on avait une méthodologie propre à Lidl de gestion de la thématique de la sobriété foncière, une méthodologie transmise aux écologues, à nos maîtres d'œuvre et à nos architectes paysagistes pour leur expliquer ce qu'on attend d'eux en matière de sobriété foncière. Un exemple mis en œuvre, un exemple des dossiers pilotes mis en œuvre avec CDC Biodiversité dès cette époque-là, on n'avait même pas les décrets d'application. Après, le temps du projet est un temps long, c'est Maubourguet sur le secteur de Toulouse,
enfin notre direction de Toulouse, Maubourguet, qui est un site sur lequel on allait artificialiser en appliquant la loi climat et résilience par anticipation, encore une fois, elle ne s'appliquait pas. On aurait été dans un cas dérogatoire. J'abrège à grands traits, puisque ce n'est pas la même chose pour la planification, mais il y a des cas dérogatoires qui permettent d'artificialiser, même si un sol est non artificiel. Par exemple, si vous êtes dans une centralité urbaine ou dans une implantation de périphérie fléchée au DO du SCOT. Je parle à des sachants. C'était le cas sur Maubourguet. Pour autant, comme c'était un dossier pilote et qu'on a pris aussi des engagements volontaires, on a décidé de tester avec CDC Biodiversité la mise en œuvre d'un processus ZAN qui n'était pas encore défini. Et donc sur un ancien parking Lidl qui avait été mis en location au profit d'un opérateur et qui n'était pas utilisé en entier, on a décidé de tester une mesure de compensation volontaire, donc de participation volontaire, en désartificialisant 1 mètre carré pour 1 mètre carré avec des objectifs qualitatifs fixés par l'écologue. Donc c'est un processus qui est en cours, puisque l'histoire a suivi son cours. Et Maubourguet est en cours de réalisation, en cours de construction. La terre, aujourd'hui, sur le site de participation volontaire, est aujourd'hui aérée, c'est-à-dire que les sols ont été, les enrobés ont été retirés, elle est au repos, et les mesures de renaturation commenceront cet hiver. Voilà, la question, mais on pourrait y revenir dans les échanges, c'est ça veut dire quoi rétablir la fonctionnalité d'un sol? C'est vrai que j'ai parlé des sols au repos, mais dans le détail, on y reviendra. Juste ce qu'on pouvait dire, c'est que vous êtes confronté à des questions là-dessus. Il n'y a pas de norme aujourd'hui unifiée sur c'est quoi un sol fonctionnel. Il y a des choix, il y a des degrés, etc. Et puis l'autre, ce qui se pose à vous, parce que vous avez beau être vertueux, mais aussi dans votre intérêt, c'est qui va gérer cet espace de Maubourguet, c'est ça, au long cours? Maubourguet, comme tous les autres. Maubourguet, effectivement, il y a deux questions dans votre question. Il y a la question de l'accompagnement. J'en ai parlé un peu hier en disant on est aujourd'hui opérateur de compensation. En fait, on n'est pas opérateur de compensation. Je disais on est de fait. On est aujourd'hui opérateur de compensation. On maîtrise en fait la recherche des fonciers alternatifs, compensatoires ou participatifs, tout seul. Donc on a des développeurs, il y en a dans la salle, qui du coup font autre chose que chercher des fonciers à développer. Ils cherchent aussi des fonciers participatifs ou compensatoires, dictés ou aiguillés par l'écologue. Mais tout ça, c'est un processus qu'on décide nous-mêmes. Donc on a besoin en fait de vous. Hier, j'ai entendu que vous aviez ce rôle de conseil en tête, donc on a besoin de vous rencontrer aussi, pas que quand il y a de l'artificialisation. Heureusement, c'est une minorité de nos dossiers quand on artificialise. Mais quand il y a ces sujets-là, on a besoin de vous aussi en tant que conseil pour nous dire si on va dans la bonne direction. On a besoin des services de l'État. Dès que je participe à des réunions comme celle-là, c'est avec plaisir et gentiment, parce que je suis un ancien des services de l'État, que je leur dis on a besoin de vous, on a besoin de quelqu'un autour de la table pour nous dire si on choisit le bon foncier, si les mesures qualitatives sont les bonnes. Et derrière, on aura besoin de vous pour savoir comment on gère ces fonciers. Parce que vous n'avez pas pour ambition effectivement, de faire ça pendant 30 ans. On n'est pas gestionnaire de sites naturels. Et juste une dernière chose là-dessus. Par contre, on sait qu'effectivement, on aura besoin de partenaires. Donc, sans attendre la réponse, on a passé une convention avec le Conservatoire des espaces naturels, la Fédération des conservateurs des espaces naturels, pour nous aider demain à pouvoir gérer le devenir de ces fonciers si on se retrouve à l'échelle nationale avec des emprises naturelles et on n'a pas vocation à les gérer. Merci. Autre vision prospective et autre point de vue, donc Franck Breteau, vice-président du SCOT du Pays du Mans et ancien de la grande distribution. Alors vous estimez que si à l'échelle d'un projet, les supermarchés, comme on vient d'entendre, peuvent être vertueux, même à l'échelle de quelques projets, ils peuvent pour autant continuer de contribuer au mitage des entrées de ville, et la question de l'urbanisme et du commerce est au cœur des compétences d'un SCOT. Or pour vous, cette artificialisation-là, ce mitage des centres-villes, des entrées de ville, pardon, pour des raisons commerciales, se poursuit. Est-ce que vous pouvez nous dire ça et qu'est-ce que vous attendez du coup pour mettre un terme à ce que vous identifiez là? Tout d'abord, bonjour à tous. Alors, j'ai écouté avec grand intérêt les propos de M. Boulbès et je reconnais effectivement que la démarche qui est lancée par Lidl est vraiment très, très, très intéressante. Encore faut-il effectivement qu'elle se généralise dans nos propos et qu'elle ne soit pas simplement des exemples qui sont montrés pour pouvoir alimenter le côté vertueux de telle ou telle enseigne. Donc il faut généraliser, hein, c'est bien, mais continuer, si je puis dire. Alors, à la Fédération SCOT, on a lancé un ami commerce il y a 3 ans maintenant, et on a eu comme préoccupation effectivement de regarder comment on pouvait, dans nos documents de planification, mieux maîtriser le développement du commerce. On est tous dans des agglos, dans des villes, dans des secteurs
où on s'aperçoit que nos entrées de ville ont été quand même maltraitées depuis avant 1989, hein, rassurez-vous, 1963 pour le premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois. Mais aujourd'hui, on a quand même dans notre pays un rattrapage à faire sur la gestion de ces entrées de ville. Alors, dans nos SCOT, on a effectivement un document spécifique pour le commerce, hein, le DACL. Et dans ce DACL, on a les uns ou les autres, nous sommes en train de réaliser des cartographies avec des secteurs privilégiés pour le commerce, hein, ou centre-ville, ou des secteurs des polarités, pour lesquels nous souhaiterions que dans les projets à venir, les opérateurs, pas vous uniquement, mais que les opérateurs les prennent en considération comme étant une règle, et une règle non négociable. Or, dans la vraie vie, il y a une notion que beaucoup de distributeurs ont, ce sont les axes de flux et les commerces de flux. Et chacun va penser dans son territoire à un rond-point à côté duquel un certain nombre de commerces se sont développés, y compris des commerces de votre enseigne, mais pas que. Et aujourd'hui, on essaie de vous faire passer des messages aux uns et aux autres en vous demandant de bien vouloir revoir, en fin de compte, ces implantations sur les axes de flux. Et dans la vraie vie, eh bien, lorsqu'on reçoit les uns ou les autres, on s'aperçoit que lorsqu'il y a une opportunité de reprendre une friche sur un rond-point, eh bien, c'est là où vous voulez aller. Donc, vous allez nous proposer finalement des magasins vertueux, hein, vous l'avez dit, mais vous allez continuer à nous les proposer en bordure d'un rond-point, avec tous les problèmes de mobilité que ça présente, avec le fait qu'il faut créer des parkings qui sont uniquement dédiés à votre activité. On a fait le calcul sur notre territoire, le Pays du Mans, sur ce que représente en artificialisation l'espace des parkings. Les parkings, c'est 40% de la surface d'artificialisation dans les zones commerciales. Tout simplement parce que chacun a raisonné avec son parking propre. La mutualisation des parkings, c'est quelque chose qui commence à se voir, à se faire. Alors même si aujourd'hui, les parkings, ou demain, ne seront pas les mêmes, hein, les parkings sont plus vertueux, ils doivent être... Ils infiltrent un peu plus l'eau. Oui, ils infiltrent un peu plus. Malgré tout, ça reste des parkings. Ce que vous voulez dire, c'est que vous manquez... On se disait en préparation, vous manquez d'outils pour... En tout cas, il faut aller... Enfin, vous, c'est votre point de vue, il faut être en capacité de plus contraindre. Parce que bon, la logique du flux, c'est la logique du commerce. Et évidemment, les gens ne vont pas se mettre à un endroit où on voit passer 5 véhicules par jour, et ils se mettent là où les gens circulent, là où ils vont faire leur cours. J'ai entendu que dans la charte de 2020, que vous avez adaptée, vous tenez compte de la sociabilité, de l'évolution sociale pour vos implantations. Dont acte, c'est très bien. Mais dans les faits, est-ce que cela se traduit par la prise en considération de cette nouvelle forme géographique que nous voulons, c'est-à-dire de concentrer les commerces de plus de 300 mètres carrés sur des lieux dédiés et exclusivement sur des lieux dédiés. Et moi, j'aurais une proposition à vous faire, à vous et à vos collègues, c'est de dire que systématiquement, avant que vous ayez des projets, nous puissions avoir un dialogue mais sur le terrain, localement, qu'on n'attende pas effectivement la CDAC pour se rencontrer, quand on se rencontre, mais que 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans, je suis un ancien directeur de développement de l'enseigne leader française nationale que je ne citerai pas. Donc je connais un petit peu. Et si 1 an ou 2 ans avant, nous pouvions nous rencontrer et dialoguer avant que quoi que ce soit figé, on pourrait construire ensemble, co-construire ce projet. Et puis la deuxième proposition que je souhaiterais vous faire, c'est est-ce que l'on pourrait, à l'échelle des SCOT, envisager de suivre vos engagements dans le temps? Parce que vos engagements,
Je les ai parlais tous- beaucoup, mais bon. Je les ai tous pris, hein. J'ai pris les mêmes, hein. Alors c'était pas les mêmes sujets à l'époque, mais je les ai pris auprès des élus. Hein. Voilà. Mais est-ce qu'on pourrait dire une fois par an, on se voit et on dialogue? Bon, il répondra tout à l'heure, mais du coup, je note que par rapport à ce qu'on s'était dit en préparation, vous aviez envie d'outils de contrainte, de mettre en œuvre du droit de préemption, etc. Là, vous êtes plutôt sur le fait de se dire il faut se parler en amont un peu. Non, mais à ce moment-là, il faut me redonner 7 minutes. Non, non, ça, vous êtes un ancien de la grande distribution. Vous voulez me vendre la gondole et la tête de gondole. La réponse est non. Bruno Calero, on va vous passer le micro. Vous êtes bon, je l'ai dit, tout ça, je ne vais pas le redire. On vient d'entendre une direction, hein, une volonté de mettre un terme à un certain nombre d'évolutions qui... Je pense à un article de Télérama qui s'appelle Comment la France est devenue moche. Toutes les entrées de ville se ressemblent, etc. Je voudrais savoir si, en tant que vice-président de l'Association des établissements publics fonciers locaux, vous avez le sentiment que la prise en compte de la biodiversité change vos missions. Est-ce qu'il y a une nouvelle hiérarchie entre, vos différentes missions qui sont logement, activité économique et biodiversité? Jusqu'à présent, on voit bien où était la hiérarchie. Est-ce qu'à votre sens, tout cela change? Et les conditions pour que ça change sont-elles réunies? Et là, je parle aussi de budget. Bon, bonjour à tous. Donc, effectivement, ça évolue. Hein. Donc, malgré que le logement et l'activité économique restent donc les priorités hein, donc, dans le contexte qui cadre notre activité, mais et cela pour chaque PFLF, exactement. Donc, voilà. Bon, la loi Industrie verte d'octobre 2023 a fait intégrer officiellement les questions de renaturalisation aux missions des EPF. Donc voilà, mais donc dans une logique de contribuer à l'offre, hein, de compenser et donc d'aménager des projets. Hein. Donc voilà, c'est plutôt dans ce cadre-là que la loi a été plutôt indiquée pour nous. Donc par ailleurs, nous travaillons déjà beaucoup sur le recyclage du foncier. Alors donc nous évitons de consommer des espaces et par conséquent l'artificialisation des sols. Donc là-dessus, tous les EPF ont bien ça en tête et travaillent avec les élus sur ces sujets. Donc, cependant, pour rester dans la thématique de nuances de vert, donc justement, tout à l'heure, je me suis entretenu avec le directeur de l'EPFLO de l'Oise, et nous avons deux cas qui viennent d'apparaître pour nous. C'est deux friches. Donc, l'une qui est une friche pour un projet urbain, et après sondage, il s'agit d'une zone humide au sens des critères et des sols, et alors il n'y a pas de végétalisation. C'est complètement bétonné. Donc là, vous citiez tout à l'heure, madame, justement, les faits que les PLU puissent avoir cette vision, qu'on puisse les voir, qu'on puisse les anticiper. Donc là, voilà, donc c'est un projet où on ne sait pas si on va pouvoir le sortir, donc c'est le risque de le pas voir sortir. Et l'autre, c'est un bâtiment d'endive. Alors on est un peu dans la région, mais on prévoyait des logements, donc c'est en centre-bourg, et là, des chauves-souris. Voilà, on trouve beaucoup de chauves-souris, elles sont installées. Et quand on cherche, on trouve, hein, malheureusement. Donc, voilà. Mais voilà, comment ensuite pouvoir aménager avec cette biodiversité. Donc ça, c'est aussi des contraintes qu'il faut avoir en tête. Et puis, il faut trouver des solutions pour ça. Ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que la biodiversité, ça reste une contrainte. Alors, ça ne doit pas l'être, mais là, j'en parle. Ah oui. Ça devrait plus l'être. Malheureusement, maintenant. vous avez trouvé des chauves-souris, quoi. Voilà, mais elles sont là. Donc maintenant, il va falloir compenser et trouver des solutions. Donc voilà, mais ceci dit, voilà, il y a quand même des conséquences sur les projets et comment on fait. Donc pour revenir justement sur la biodiversité, il y a une meilleure intégration de la biodiversité dans les projets d'aménagement pour lesquels nous intervenons, sur le volet foncier et dans le cadre des travaux de démolition que nous conduisons. Il y a un changement de culture aussi, c'est ce que j'évoquais, de passer de la contrainte environnementale à plutôt à l'enjeu environnemental. Donc ça, on voit bien que sur le terrain, il y a vraiment un changement de culture et ça se voit depuis on va dire 2 ans où ça s'est ancré, ça commence à venir. Alors nous commençons aussi à avoir des projets où les destinations ne sont pas uniquement sur la biodiversité. Hein, donc voilà. Alors j'ai 2 exemples à citer. C'est en Alsace, donc le parc naturel régional, donc a mobilisé le PFL pour la renaturalisation d'un cours d'eau au niveau d'une ancienne friche avec un barrage. Donc c'était une ancienne friche apicole, qui faisait de l'élevage de poissons, pardon.
Et donc, il y avait un local aussi de friche. Donc, l'EPF s'est occupé des acquisitions foncières, de la démolition du bâti et de la dépollution. Alors, on a eu une petite surprise sur ce site-là. Il y avait des munitions d'armement. Et donc, on a dû faire intervenir une dépollution pyrotechnique. Donc, voilà, vous voyez, des spécificités. Donc, peut-être c'était une façon d'aller pêcher le cendre ou la truite en Alsace. Mais voilà. Peut-être une méthode. Alors dans l'Oise, donc pas là des mêmes sujets que vous pouvez retrouver ici dans le nord du département, plusieurs projets d'études avec des interventions pour la restauration des zones humides et des interventions suite aux inondations. Voilà, ça c'est des sujets qui commencent aussi à venir. Effectivement, on a peut-être urbanisé des endroits où c'était pas prévu, ou en tout cas, et aujourd'hui, bah oui, avec les changements climatiques, on a besoin de réintervenir sur ces zones. Dernière question pour la dernière partie de votre intervention. Est-ce que, pour l'instant, il y aura des questions et des échanges. Est-ce que cette évolution que vous décrivez se traduit dans vos budgets consacrés aux opérations d'acquisition de foncier en vue d'opérations de renaturation? Alors oui, on a notre nouveau PPI, en tout cas pour l'Oise, on a intégré effectivement une prévision de 3 millions d'euros sur une enveloppe de 110 000. Alors c'est vrai qu'à l'échelle des 110 millions d'euros, c'est pas une goutte d'eau, mais c'est quand même un démarrage. Mais les dossiers arrivent au fur et à mesure. Hein. On alimente notre PPI au fur et à mesure que les dossiers ils arrivent. Hein. Donc voilà, parce que notre priorité, notre mission, c'est quand même le logement et les zones économiques. Donc voilà, c'est vraiment notre cœur de métier en tout cas de l'EPF. Voilà. Alors, faut surtout, hein, avant de parler de budget, si je peux faire vite fait cette petite, c'est surtout maintenir des dispositifs qui sont en place, c'est-à-dire le fonds vert par l'État, qui est le volet des friches et renaturalisation, la taxe spéciale d'équipement, hein, qui permet notamment aux EPF de soutenir, de recycler le foncier et d'apporter de l'amélioration foncière, hein, et en même temps accompagner justement la biodiversité. Donc voilà. Et enfin, des pistes de financement dans les cadres des mesures compensatoires. Voilà, s'il y a besoin effectivement de compenser plus, bah voilà, trouver des financements pour pouvoir les intégrer. Merci. Même chose, vous aurez de nouveau la parole, la capacité d'intervenir ou de répondre à des questions dans le temps d'échange qui arrive. Marc Azinski, donc je disais, vous avez aussi, bon aujourd'hui vous êtes au Lifty, vous avez aussi donc dirigé l'EPF des Hauts-de-France qui, en matière de friche industrielle et d'enjeux de reconversion et renaturation est un bon terrain de jeu. En préparant cette table ronde, vous me disiez que si maintenant on a des objectifs clairs pour 2030, 2050, un calendrier théorique qui est dans la loi, etc., nous n'avons pas encore le parcours, le chemin n'est pas clair pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les documents de planification et les SCOT en premier lieu ne suffisent pas? C'est, je pense, une question importante que de faire la différence entre la photo et le cinéma. C'est-à-dire le fait de pouvoir bâtir à un moment donné une vision du futur au travers d'un schéma de planification, d'organisation territoriale, et de savoir comment cette planification sur laquelle il y a eu un consensus va se mettre en œuvre dans le temps. Et donc le cheminement, pour moi, est aussi important que l'objectif que l'on souhaite atteindre. D'autant plus qu'en cheminant, on va se rendre compte qu'il y a des choses que l'on avait prévues au début et qui, quand on approfondit un peu la question, la connaissance, etc., des sites, des terrains, etc., on se rend compte qu'il faut adapter. Et donc, c'est ce process de planification stratégique qui s'adapte aussi à la réalité rencontrée ou aux opportunités de projet qu'il faut mettre en œuvre. Donc pour moi, la prise en compte de ces questions environnementales, elle s'inscrit très naturellement, si j'ose dire, dans des démarches stratégiques, et notamment la stratégie territoriale avec sa dimension foncière, puisque la renaturation, elle parle au foncier anthropisé et au foncier naturel. Et donc, c'est une nouvelle façon aussi de s'adresser à la question foncière que de prendre ce regard-là. Dans le dernier document sur les stratégies foncières que l'on a édité, on a mis un chapitre important sur la prise en compte de la qualité des sols, le fait de passer du foncier au sol pour réintégrer cette question des sols dans les questions foncières au sens général, historique du terme, aménagement, urbanisme, logement, construction, etc. Donc,
cet aspect des stratégies foncières et territoriales, effectivement, on les a identifiées. On parlait de compensation, madame, vous parliez de compensation, et nous avons mené entre juin 2023 et juin 2024 un an de réflexion sur la mise en œuvre de la compensation des projets d'aménagement. Et dans ce cadre-là, on s'est vite rendu compte que la compensation par la demande, celle qui est portée par celui qui fait le projet, j'allais dire au cours, voire à la fin de son projet, bute souvent sur des blocages. Et que la façon de pouvoir traiter ces problèmes-là, c'est de remettre la compensation dans sa conception au début du cycle. Éviter, réduire, compenser, pour qu'on puisse justement avoir une démarche qui optimise le projet par rapport à ses besoins de compensation d'une part, et qui ensuite permet aussi de se poser la question de la compensation en termes de compensation par l'offre, c'est-à-dire l'action de préparer des terrains, vous l'aviez également évoqué, de préparer des terrains, et ça vaut aussi pour le privé, pour avoir des gisements fonciers qui vont pouvoir accueillir les opérations de compensation. Alors vous anticipez un tout petit peu sur ma dernière question. Avant ça, maîtriser le foncier, c'est aussi une question budgétaire, c'est une question Oui. d'argent. Pour ça, alors bon, on comprend qu'on est un peu contraints, hein, tous, collectivement, budgétairement, et encore plus en ce moment, puisque on n'a pas de budget, et il est un peu bloqué dans sa préparation, enfin voilà. Mais au-delà de ça, on est globalement dans une situation de contrainte budgétaire. Donc est-ce que la façon de prendre en compte ces genres de renaturation, c'est de donner une valeur au service écosystémique rendu, c'est de changer un peu l'équation du modèle économique aujourd'hui de l'aménagement, ou si c'est trop compliqué, si on n'y arrive pas, s'il faut trop y croire pour jouer ce jeu-là, est-ce que ça passe par la protection de services écosystémiques et des espaces qui les produisent, par de la réglementation, de la contrainte, y compris du droit de préemption? Et juste techniquement pour la régie, est-ce qu'on peut remettre à l'image la composition de la table ronde afin que chacun puisse revoir qui parle et ses fonctions librement? Alors, c'est vrai que mon voisin de gauche a évoqué effectivement la question financière, et notamment, vous avez insisté sur la TSE des EPF, question que je partage complètement. C'est très important d'avoir des financements qui ne soient pas des financements d'opportunité. On se réjouit toujours, ah bah tiens, tel fonds vert va pouvoir se poursuivre, mais bon, moi j'ai connu une époque où on avait des planifications par les contrats de plan d'intervention sur des friches qui ont permis de la renaturation sur 5, 7 ans, renouvelables, etc. Donc, je sais que cette période-là, elle est derrière nous. Donc, il faut repenser les choses autrement. Ceci étant, j'attire l'attention des collectivités territoriales sur la nécessité, dans les arbitrages financiers qu'elles sont amenées à faire par rapport à tout ce qui leur dégringole sur la tête, d'avoir toujours une petite poire pour la soif, pour justement permettre la mobilisation foncière dans le court, moyen, long terme, puisque c'est la seule façon de traiter l'urgence, c'est de s'inscrire dans du temps long. C'est paradoxal, mais c'est bien comme ça. Je vois les problèmes de logement, on a eu des problèmes de logement tout le temps. Est-ce qu'on a mis en place des vraies démarches qui permettaient structurellement de les traiter? Je laisse la question ouverte. Si je reviens sur modèle, on change de modèle. On change de modèle. On faisait de l'aménagement sur des terrains agricoles dont on arrivait à maîtriser les prix et sur lesquels on rencontrait peu de questions, portance, peut-être inondation, je ne sais. Mais aujourd'hui, en se projetant sur des fonciers qui sont des fonciers anthropisés, des friches industrielles ou pas, on rencontre une autre problématique. Bon, tout le monde a en tête le fait de tomber sur des sols pollués, historiques, etc. Donc ça a déjà été une première évolution du modèle de l'aménagement. C'est-à-dire un modèle qui intègre non seulement les coûts de remise en état, enfin les coûts d'aménagement au sens VRD, mais des coûts de réaménagement du foncier a priori propre
dans les modèles anciens et qui ne le sont plus dans les modèles nouveaux. Donc faire un plan de gestion, enfin faire Voilà, des mesures, et faire un plan puis de intégrer gestion, tout etc. ça. Et aujourd'hui, il faut y ajouter compensation, renaturation, restauration, etc., des coûts qui permettent de porter le projet dans sa cohérence avec les stratégies environnementales. Et du coup, il y a un changement culturel. Il faut accepter que ce ne soit pas des coûts en tant que tels en plus, mais que ce soit des coûts inhérents aux opérations. Ce qui veut dire aussi qu'à la sortie, dans les recettes, il faut que les preneurs acceptent aussi de le payer. Et donc, vous allez me dire, ça va renchérir les coûts de l'aménagement, du mètre carré, de sortie, etc. Oui, où est la variable d'ajustement? Ben, pour moi, c'est la rente foncière. C'est-à-dire qu'on est dans un trend historique dans lequel la part du foncier dans l'ensemble des opérations d'aménagement, dans les patrimoines immobiliers, n'a fait que croître. Et que c'est là-dessus que se trouve la vraie variable d'ajustement. C'est-à-dire arriver, alors, par des politiques publiques contraintes, par une prise de conscience des acteurs de marché, à peser globalement sur cette rente pour rendre compatible, y compris le logement accessible pour tous les ménages, et le fait de pouvoir intégrer des démarches environnementales dans les opérations. Je résume ce que vous me dites, que ce soit du logement ou des opérations de renaturation, ce n'est pas construire ou faire du génie écologique qui coûte de l'argent, c'est la question de la rente, de posséder du terrain et de le vendre. C'est particulièrement sensible en matière agricole, hein, où l'hectare peut coûter extrêmement cher, avec le prix officiel qu'on paye puis ce qu'on met en dessous. Et ça, il faut une politique publique pour faire changer ce prix déraisonnable. Oui, parce que alors, une politique publique donc, qui concerne l'ensemble de cette question foncière, et c'est ce sur quoi le LIFTI s'investit, et en même temps, la brique environnementale, écologique, biodiversité, il faut qu'on lui trouve une nouvelle place. Ce n'est pas un truc en plus à côté. Il faut que dans la hiérarchie des usages du foncier, on ne paye pas la même chose quand on est dans un centre-ville ou en périphérie ou dans un quartier mixte ou un quartier résidentiel, etc. Il faut que ces fonciers-là trouvent aussi leur valeur. Donc il y a une sorte de paradoxe, il faut peser sur toutes les valeurs du foncier et en même temps, il faut apporter une vraie valeur à ces fonciers de l'environnement pour qu'ils trouvent leur place dans l'économie générale du foncier. Et je rebondis sur le propos de M. Boulbès. Je rebondis. Petit saut, hein, pas triple saut. Hein. Non, voilà. Enfin, si vous y arrivez, je veux bien. Hein, mais... sur votre propos sur l'investissement des entreprises dans ces stratégies foncières, je pense que c'est effectivement bien que les entreprises se saisissent de ces questions-là. Elles seront confrontées à un moment donné, à la pérennisation historique, et vous l'avez évoqué avec l'intervention du Conseil, Conservatoire du littoral, Conservatoire naturel des espaces naturels. Voilà. À un moment, il y a un basculement vers le public qui va s'imposer. D'une part, il y a les logiques de marché. On ne peut pas demander à un acteur privé de porter des choses dans l'éternité alors qu'il est là sur un coup. Même si ça dure 10 ans ou 15 ans ou même plus, ce n'est pas sa fonction. Hein. Et ensuite, il faut pouvoir passer la main dans des conditions. Là aussi, on retrouve la politique publique. Merci.